est en plein milieu d'une transformation. Une transformation énorme, mais silencieuse. La technologie ne fait pas que toquer à la porte de nos écoles. Non, elle est carrément en train de réécrire les règles du jeu. Des salles de classe jusqu'aux stratégies des gouvernements, absolument tout est en train de bouger. Et ça, c'est la grande question, celle qui nous concerne tous. Ce n'est pas juste un débat pour les spécialistes, c'est un vrai défi collectif. Comment on fait pour que l'éducation reste efficace, pertinente et surtout juste pour tout le monde, alors que le numérique est en train de rebattre toutes les cartes? Alors, par où est-ce qu'on commence? Face à un chantier aussi gigantesque, la première chose à faire, c'est de prendre un peu de hauteur. Il faut une vision globale, une sorte de feuille de route pour savoir où l'on va. Et c'est justement là que des organisations comme l'OCDE deviennent super utiles. Leur rôle, ce n'est pas juste d'observer ce qui se passe. Non, elles créent de vrais cadres de réflexion pour aider les pays à bâtir un système éducatif numérique qui soit à la fois cohérent et complet. Parce que ce qu'on voit bien ici, c'est que la technologie toute seule, ça ne suffit pas. C'est l'erreur classique de penser qu'il suffit de mettre des tablettes dans les mains de tout le monde. Le vrai succès, en fait, il repose sur une approche qui prend tout en compte. Il faut repenser la pédagogie, mettre des règles claires, investir dans le matériel, former les profs et, point super important, mesurer si ça marche. Tout est lié. Ok, ça c'est pour la grande stratégie. Mais maintenant, descendons sur le terrain. Comment est-ce que ces grandes idées se transforment en actions concrètes dans les écoles, dans les universités? Prenons un exemple bien réel, celui des universités du G3. Là, on a 3 grandes institutions francophones qui ne se contentent pas de grands discours. Non, elles travaillent ensemble pour créer des outils très concrets afin d'évaluer et d'améliorer sans arrêt la qualité de leur formation. Et leur approche, elle est très pragmatique. Un concept un peu flou comme la gouvernance se transforme en un cycle d'action très simple. On planifie, on fait, on vérifie et on ajuste. C'est ce petit mécanisme qui permet de passer de la bonne intention à un système d'assurance qualité qui fonctionne pour de vrai. Et si on zoomait encore un peu plus, allons vraiment au cœur du réacteur, l'expérience de la personne qui apprend. Finalement, c'est quoi la différence entre un outil numérique qu'on subit et un autre qui nous aide vraiment à avancer? Là, il y a un point qui est absolument crucial. C'est la différence entre UX et UI. L'UX, l'expérience utilisateur, c'est un peu comme l'architecture d'une maison. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est facile de s'y déplacer? L'UI, l'interface, c'est la déco, les couleurs, les meubles. On peut avoir la plus belle déco du monde, si la maison est mal foutue, on s'y sentira mal. Il faut absolument les deux pour que ça marche. Et l'avantage, c'est que cette qualité, ce n'est pas juste une impression. Non, elle se mesure. On peut aller au-delà de l'intuition grâce à des indicateurs très clairs. Un taux de complétion élevé, par exemple, ça veut dire que les gens sont engagés. Une bonne rétention des connaissances, ça prouve que la méthode est efficace. Ces chiffres, ce sont de vrais diagnostics pour savoir ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Mais voilà, juste au moment où l'on pense avoir compris les règles de la qualité, un nouvel acteur déboule et vient tout chambouler, l'intelligence artificielle. Et elle n'arrive pas les mains vides, elle apporte avec elle tout un tas de questions éthiques super complexes. Pour vous donner une idée de l'ampleur du défi, une analyse très poussée de la recherche scientifique a mis en lumière pas moins de 70 problèmes éthiques différents liés à l'IA dans l'éducation. 70, c'est énorme. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Ces 70 problèmes ne sortent pas de nulle part. En fait, ils découlent tous de 6 grandes tensions, 6 conflits fondamentaux. Si on comprend ces 6 tensions, on a la clé pour décrypter tous les autres défis. La première tension, c'est un peu un choc des cultures. D'un côté, l'apprentissage, c'est quelque chose de complexe, de très personnel, qui dépend du contexte. De l'autre, la technologie, elle, adore standardiser les choses pour être efficace. Le risque, c'est de créer des outils qui simplifient beaucoup trop la réalité et qui, au final, passent à côté de l'essentiel. La deuxième tension, elle, touche à la question du contrôle. L'automatisation, ça peut aider, c'est certain, mais où est-ce qu'on met la limite? Si l'IA prend trop de décisions à notre place, on risque de transformer les profs et les élèves en simples exécutants, en diminuant leur autonomie et leur esprit critique. Là, on touche à un point très sensible, l'équité. Un système d'IA qui est conçu pour être le plus efficace possible pour la majorité peut, sans le vouloir, renforcer des inégalités qui existent déjà. S'il est entraîné principalement avec les données de la majorité, il risque de moins bien comprendre, voire de pénaliser les élèves qui sont différents. C'est la question qui fâche, la responsabilité. Si un algorithme de sélection à l'université fait une erreur et refuse un excellent candidat, c'est la faute de qui? Du développeur? De l'université qui l'utilise? Ce flou juridique et moral est assez dangereux.
C'est le fameux problème de la boîte noire. Beaucoup de systèmes d'IA sont tellement complexes que même leurs créateurs ne peuvent pas expliquer en détail comment ils arrivent à un résultat. Alors comment faire confiance à un outil ou contester sa décision si on ne comprend même pas comment il raisonne? Et on termine avec l'attention la plus fréquente et peut-être celle qui nous touche le plus directement. Pour fonctionner, une IA a besoin de beaucoup de données. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces données, qui ont été collectées dans un but éducatif, sont utilisées pour toute autre chose? Cette citation tirée de la recherche le dit très clairement. Le risque est là, il est concret, que l'école devienne, petit à petit, un lieu de collecte de données pour des entreprises et que les informations personnelles des élèves se transforment en une marchandise. On voit bien que la recherche de la qualité a complètement changé de dimension. Au début, il s'agissait de bien concevoir des outils et des parcours. Aujourd'hui, il s'agit de naviguer au milieu de dilemmes éthiques vraiment profonds. Il suffit de penser à ChatGPT, un outil que tout le monde connaît maintenant. Il est l'incarnation parfaite de ces tensions. La justice, avec les biais qu'il peut reproduire. La gouvernance, avec les questions de plagiat. Et la dignité humaine, car son existence même nous force à nous demander ce que ça veut dire savoir quelque chose aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu vertigineuse. Pendant longtemps, la technologie a été vue comme un simple outil pour mieux faire ce qu'on faisait déjà. Mais avec l'IA, le jeu change. La vraie question n'est peut-être plus comment apprendre, mais plutôt pourquoi apprendre. Sommes-nous en train de redéfinir le but même de l'éducation? La question reste ouverte. Audio Jungle.